Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission intitulée Ça se discute sur Gamma TV. Malgré les efforts des militants, des droits de l'homme, des activistes, des féministes, on assiste au quotidien et de façon impuissante la tuerie des femmes, soit par le viol, l'abus sexuel, le harcèlement sexuel, la mutilation sexuelle, le mariage forcé et le mariage précoce. À cela s'ajoute la banalisation des violences faites aux femmes par la religion et par les coutumes. Et pour en parler, nous recevons une invitée importante, Nimaga Aïchatou. Elle est conseillère commerciale. Avec elle, nous allons parler de ces violences dont la femme est victime, des milliers de femmes dans le monde, notamment en Afrique. Bonsoir Nimaga. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation pour la première fois sur le plateau de Gamma TV. J'en suis très ravie. D'abord, comme il a si bien dit, je me présente Nimaga Aïchatou. Je suis conseiller commercial. Déjà, quand on m'a fait part de cette émission, j'étais déjà très ravie de vouloir en faire partie. Parce que c'est déjà un sujet vraiment très sensible, dont toutes les femmes en sont touchées. Vraiment, je suis très ravie d'être parmi vous, Monsieur Cissé. C'est idem que moi. Alors, cela dit, on voit au quotidien, tous les jours, les prédateurs sexuels, entre guillemets, tenter de faire du mal aux femmes, aux jeunes, 13 ans, 12 ans, 14 ans. Et vous, quand vous entendez ça, et que éventuellement vous assistez à ça, quel sera votre état d'esprit? Premièrement, quand j'entends déjà ces genres d'informations, parce que j'ai jamais vécu l'expérience, j'ai pas de connaissance qui en a vécu, mais à travers ce que je vois sur les réseaux sociaux et ce que j'entends, je suis pas tout à fait ravie de cet acte-là. Okay. Et moi, la première des choses qui me vient par l'esprit en tant que femme, je dirais entre parenthèses féministe, c'est de faire vraiment quelque chose de très touchant pour prendre d'abord une personne, lui donner une très bonne leçon qui va d'abord corriger les autres. Parce que moi, je pense que c'est comme ça. Parce que déjà, quand tu es en classe, en tant qu'élève, le prof, il donne des leçons, il donne des leçons. Toi, tu es un élève qui a que les 4 de moyenne. Un jour, il va bien taper pour donner l'exemple aux autres. Et là, les autres vont prendre l'exemple. Si je ne fais pas plus bon que l'autre, le prof, il va me taper comme qu'il a frappé Moussa. Et moi, je pense que c'est ce genre d'action, il doit vraiment avoir des sanctions, vraiment des punitions vraiment très sévères. Et déjà, avec une personne, la deuxième personne, elle va se caler. Moi, c'est la première des choses qui me vient en esprit. Et je me dis aussi, jusqu'à là, on n'a pas encore employé les grands moyens pour empêcher tout ça. Parce que nous sommes actuellement au XXIe siècle. Qui peut penser que déjà en 2024, où la femme est très facile à avoir avec son copain, copine, où vraiment le sexe vraiment au rendez-vous, les gens se permettent de faire cet acte ignoble-là. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de sanctions vraiment très sévères pour accuser ces faits-là. Nimaga, quand vous parlez... Vous renvoyez un message très important aux autorités, important, oui. D'entendre la colère de ces femmes qui sont victimes de ces violences sexuelles, l'abus sexuel, harcèlement sexuel. Alors, en tant que pro-féministe ou féministe, quelle solution faut-il envisager pour justement alerter les autorités pour que les femmes ne soient pas victimes de ces atrocités? D'accord. Moi, premièrement, ce que je vais proposer, c'est que les organisations pour le droit des femmes se multiplient. Parce que quand il y en a plusieurs, il y aura assez, je dirais, pas beaucoup de dégâts comme si... pas d'impact. Pas tellement... Voilà, oui. Pas d'impact sur comment c'est en train de se passer actuellement. Parce que déjà, si toutes ces choses se passent, quand tu sais qu'il y a une punition, une sanction qui t'attend devant, tu ferais tout pour l'éviter. Dans chaque coin où tu entends organisation, droit de femme, tu vas bien te cadrer pour éviter cette organisation-là. Et cette organisation, elle doit vraiment mettre des mesures très strictes à la sensibilisation de ces choses-là. Moi, c'est tout ce que je peux quand même dire premièrement, pour vraiment la sensibilisation vraiment et la multiplication de ces organisations-là. Alors, on a vu quand même au Sénégal, à un moment donné, les députés sénégalais, notamment, ils ont fait en sorte de criminaliser le viol au Sénégal. Je pense que la peine peut s'élever à 10 ans. C'est la peine maximum, minimum, c'est à 5 ans. Pensez que cela ne suffit pas pour... Je pense que ça ne suffit pas. Parce que même déjà...
une semaine, j'ai entendu le 4 juillet ou le 4 juin, excusez-moi de la date, j'ai entendu un oncle a violé sa nièce. Et donc, si on a pu faire ça dans une propre famille, et c'est même pas seulement ça, partout dans des villages, dans des petites villes éloignées de Dakar, surtout principalement ici au Sénégal, c'est plein, c'est nombreux. Dans des villes éloignées, on entend partout telle personne est violée ci, telle personne est violée ça. Mais qu'est-ce qui amène ça? C'est parce que jusqu'à là, les mesures, les dirigeants, ils exigent des sanctions, ils exigent des propos. Mais je pense que ce n'est pas appliqué tout à fait. Parce que quand c'est bien appliqué, vous donnez des forces de l'ordre, des ordres vraiment stricts à toutes vos organisations, je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment la faire. Alors, avant que l'État ne prenne sa responsabilité, les autorités, la justice, regardez dans nos familles, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que plus souvent nos femmes, nos enfants sont victimes de ces viols-là? On voit les femmes qui sont victimes de viols conjugaux, de l'inceste dans nos familles. Et il y a un silence accusateur là-dessus. Bah, pour ce fait-là, moi je dirais surtout c'est dans les pays à dominance musulmane. Ouais. Parce que déjà la religion nous impose, nous les femmes, à être soumises. Nous sommes obligés de le faire. Pas obligés de le faire pour nous, mais obligés de le faire parce que la religion nous l'impose. Et en voulant respecter cette religion, ça vient tout à fait naturellement. Déjà, moi, en tant que jeune dame, je sais que quand je vais me marier, je vais être soumise à mon homme. Ça, c'est clair et net. Mais déjà, c'est cette soumission-là qui pousse certains hommes à nous montrer que c'est eux l'homme et c'est eux les dirigeants de la famille. Mais on ne va pas seulement venir à ces faits-là. N'oublions pas ces jeunes dames qui, leurs parents aussi, font pareil. Les pères de famille qui battent les jeunes dames. Et j'en ai vu des cas. Je ne prendrai pas exemple, mais j'en ai vu des cas, des tas de cas. Et cela fait que certaines jeunes filles sont effrayées. Ce qui mène aussi à la nudité, à certains comportements, juste parce que les parents nous battent. Genre, je prends exemple sur moi. Exemple, c'est pas précis, mais exemple. Ouais. Si, par exemple, moi, j'étais battue par mon père, un père, par-ci, par-là, je fais ci, il me tape. Okay. Sans que je ne connaisse vraiment d'où vraiment vient cette volonté de vouloir me frapper. Je vais me sentir impuissante. Déjà, quand je sors, je vais vouloir faire autre chose que ce que j'ai appris dans la maison. Déjà, tu m'empêches de faire tout ce que je veux. Tu me tapes, tu fais tout, tu me bats, alors que j'ai rien demandé. Une fois sortie dehors, je vais essayer de reproduire les actes dont tu m'as accusé. Oh oui. Parce que j'aurai la curiosité de vouloir faire cette chose, voir à quoi je peux m'attendre. Okay. Donc déjà, la violence faite aux femmes, ce n'est pas seulement que la violence conjugale. Il y a la violence que les parents font aux enfants. Okay. Ce qu'on appelle la violence domestique, les violences conjugales, violence parentale, violence dans les lieux de service, etc. Oui. Beaucoup de choses. Moi, je dirais que ce n'est pas seulement ça. Mais seulement les hommes, la religion qui nous impose d'être soumises, je crois que c'est déjà une bonne idée parce que c'est la religion. Ouais. Nous devons la respecter. Mais déjà, il ne faut pas aussi oublier l'humanité qui réside dans la femme. La femme est de nature faible face à l'homme. On n'a pas de force pour nous battre. Un homme de grande taille peut peser 100 kilos, la femme 100 kilos, mais tu ne vas même pas voir la différence. Tellement que l'homme, il est costaud, mais la femme, elle est petite de nature. Nous ne pouvons pas nous battre face à eux. Alors, le poids justement de cette religion-là, qui a un impact très important, une influence très importante sur les actes dont les femmes sont victimes en l'occurrence, les violences. Comment il faut faire pour changer, inverser la tendance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser justement ces religieux-là, les coutumiers, pour qu'il y ait un regard très important sur ce que les femmes sont victimes? Bah, la religion en tant que telle, la religion dit d'être soumise, mais la religion n'a jamais imposé de frapper sa femme. Déjà, c'est interdit par toutes les Bibles, par les Corans, de frapper une femme. C'est carrément interdit. Je crois que vous le savez aussi, en tant que avec beaucoup d'autres personnes. Donc c'est interdit. Je ne sais pas pourquoi les musulmans ou encore d'autres religieux, je peux le dire, s'acharnent à vouloir imposer cette façon de correction à la femme. Vraiment la religion, mais selon vous, d'où vient cette idée de vouloir imposer strictement cette idée religieuse, dogmatique dans nos sociétés? Parce qu'ils se disent hommes. Ils veulent la force qu'ils n'arrivent pas à employer de dehors, c'est dans la maison que ça s'emploie. Parce que moi, en tant que femme, mon mari, il vient, je le respecte. Le respect que les autres ne lui donnent pas, c'est ce que je le donne. Et c'est la raison pour laquelle il viole très souvent le droit des femmes en voulant nous imposer, à vouloir nous frapper ou à vouloir nous battre. Donc vous êtes contre de ce régime patriarcal?
Vous dites? Ce régime patriarcal Mhm. dont le pouvoir est tenu par l'homme. Exactement. Moi, je suis contre cela. Je suis très contre cela. Pourquoi? Parce que, en tant qu'homme et femme, tout comme homme et femme, nous avons tous des droits. La femme a droit à ce qu'elle veut, l'homme a droit à ce qu'il veut. On n'est pas tout à fait égaux, mais on a chacun nos droits. Donc, l'homme ne peut pas venir vraiment vouloir nous imposer ses droits où on doit tout à fait, tout le temps, y résoudre. Quand c'est des droits positifs, si, bien sûr, mais les négatifs, on les met à côté, monsieur. On les met à côté, vraiment. Alors je viens de le dire, les femmes sont victimes de violences, que ce soit le viol conjugal, le viol Précoce. qui se passe en dehors, l'inceste, mais surtout le viol conjugal. Est-ce que on peut dire que la femme aussi a sa part de responsabilité? Les viols conjugaux, la plupart du temps, ce qui amène ça, c'est les mariages précoces, les mariages forcés. On te marie à une personne que tu n'aimes pas, tu es dans le foyer, tu es obligé de supporter ses faits et gestes. Et cet homme aussi, quand il remarque que l'amour n'est pas là, ou que la femme est dans un vouloir forcer ses Mais qu'est-ce qui autorités. pousse généralement les femmes à vouloir donner leurs enfants par force? Exactement, ça arrive. Surtout, c'est pourquoi je dis la plupart du temps dans les pays à dominance musulmane, Oh, les mais pays aussi, à est-ce religion. que la pauvreté aussi n'est pas à l'origine de Oui, ça? la pauvreté en est l'origine. La pauvreté et l'éducation, la pauvreté, tout ça amène ça. Parce qu'un homme qui a grandi dans une famille où on bat les femmes, il va battre sa femme. Hein. C'est un truc qui descend par héritage. Il va hériter ça de son père, le père qui a hérité de grands-parents. Nous ne sommes pas dans les temps anciens où la femme vraiment était obligée de tout faire parce qu'on lui demande. Actuellement, tout a changé. Nous sommes dans un monde où le monde mène vers l'émergence, l'évolution. Nous sommes dans le 21e siècle. On ne dit pas qu'il faut vraiment tenir tête à l'homme en tant que tel, mais dans le foyer, il y a certains droits qu'il ne faut pas négliger. Mais Nibega, on voit certaines relations. D'accord. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Certes, la relation a été construite par consentement libre, mais cependant, l'homme est violent vis-à-vis de son épouse. Bah, ça, c'est des cas que je ne saurais vraiment expliquer parce que moi, je ne sais pas vraiment ce qui pousse ces hommes-là. Je ne suis pas un homme pour le savoir, Oui. mais j'ignore vraiment ce qui pousse ces hommes-là à réagir de cette façon. Parce que tu as consenti à un mariage avec Oui. une femme, c'est toi qui voulais l'épouser en tant que femme. Mais moi, je ne sais pas pourquoi tu la bats. J'ignore vraiment la cause. Mais moi, je me dis toujours qu'il y a une part d'éducation là-dedans. Une part de réflexion, de supériorité. Je dirais, c'est le féminicide qui amène ça. Le féminicide, c'est de tuer une femme parce que c'est une femme. Et la plupart du temps, ça arrive dans les Il n'y a foyers. pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pas de raison, juste comme ça. Combien le féminicide est comme ça, on tue une femme sans aucune raison? Oui, le féminicide, ça existe, monsieur. Oui, d'accord, mais on tue une femme sans aucune raison. Oui, tuer une femme parce que c'est une femme. C'est une femme, elle est faible face à un homme. C'est ce qu'ils se disent, les hommes, à cette réflexion-là. Je suis féminicide. Féminicide à son copain, féminicide à son mari. Bah, on ne saurait pas comment expliquer, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans leur tête. Mais tout dépend de leur façon de voir les choses. Nous ignorons, mais vous, en tant qu'homme, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Est-ce que la jalousie n'est pas à l'origine de ça? Est-ce que ça le justifie? Ça justifie pas parce que la jalousie ne doit pas vraiment te pousser à lever la main sur ta femme. Moi, je dirais pas que c'est la jalousie, mais je dirais que c'est une part de responsabilité non assise dans la tête. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Et derrière, est-ce qu'il n'y a pas une certaine provocation de la part même de l'épouse de la femme? Bah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des femmes, quand elles en ont marre du foyer, je dirais, en tant que femme, quand elles en ont marre du foyer, elles créent des prétextes pour pouvoir se lasser des Et bras dans d'un la homme. foulée, comment expliquez-vous? La femme, elle aussi, elle peut infliger une sorte de violence morale, psychique à son époux. Oui. Ça peut éventuellement le révolter contre... Oui, mais la femme l'a son pas. épouse. La femme l'a pas tapé. Ça, c'est pas une violence physique. Oui, Violence morale. Un homme qui est stressé à cause, Oui. à cause du manque de la dépense, et au même moment, la femme est en train de mettre la pression sur lui. Il faut m'acheter ça, il faut m'acheter des robes, les mèches. Est-ce que l'homme ne va pas se sentir persécuté moralement? Même si ils se sont persécutés moralement, c'est pas une raison de lever la main sur la femme. Tu fais asseoir ta femme, une femme consciente, tu lui dis: ah madame, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'aimerais qu'on procède ci, j'aimerais qu'on procède ça. Bah elle va comprendre. C'est quel genre de femme qui comprend pas ça?
Ah bah c'est pas vraiment difficile de le faire entendre sa voix. Quand un homme veut s'exprimer, il s'exprime et la femme comprend humblement. Et c'est très facile à comprendre, mais pas en tapant ou pas en donnant des coups Donc, physiques. vous pensez que l'homme s'exprime par la violence? Non, pas tous les hommes. Ouais. Pas tous les hommes, mais nous dirons, parmi les hommes, si on les classe à 100%, les 20%, ils font ça. Il y a des cas vraiment présents à Dakar, ici au Sénégal, que je vois, dont les poursuites vraiment sont en train de se suivre. Et ces poursuites judiciaires sont sans suite. Parce qu'il y a tellement de cas qu'on peut pas s'occuper, qu'ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Mais ce que moi je propose, c'est que dès l'instant où ça arrive, il faut vraiment le signaler. Il faut vraiment le signaler. L'homme n'est pas tout à fait violent. Il y a des hommes très doux comme des bébés. Mais il y a aussi des très très violents, archi violents qu'on ne peut même pas castrer. C'est impossible de les voir. Et ça fait partie, c'est seulement 20%. Hein. Vous le prenez 100%, 20%. Si on dit 20%, c'est qu'ils sont vraiment nombreux. Ils sont vraiment nombreux, surtout dans les villages, dans les endroits assez éloignés. Ils sont vraiment nombreux là-bas. Alors, on voit des viols partout. Oui. Les abus sexuels, le harcèlement sexuel, le viol conjugal. Alors, est-ce que par ailleurs, la femme n'a pas une attitude provocatrice qui fait que l'homme, qui peut inciter l'homme à vouloir poser ses actes? Ah, s'il vous plaît, une jeune dame de 12 ans, quelle attitude provocatrice elle peut avoir face à un homme de 30 ans? Je le dis parce qu'on voit les jeunes filles aujourd'hui sur les réseaux sociaux dont l'habillement porte atteinte à la pudeur. Oui, exactement. Ces cas aussi peuvent arriver. Ouais. L'envie de vouloir désirer une femme qui, de son côté, ne s'intéresse pas à soi, à nous. Et déjà, cette femme, elle attire quelque chose vers cet homme-là. Et cet homme, il a juste à vouloir essayer autre chose, mais pas en la violant. La violence, elle est interdite, c'est même pas bien pour l'homme, sa conscience. On t'attrape à ça, tu imagines ce qu'on va te faire dehors? Mais la femme, elle est en train de t'attirer, elle est provocatrice. Bah, tu te cadres, ou bien tu te maries, tu essaies de voir ça avec ta femme. Comment appréciez-vous cette attitude-là, les femmes, les jeunes filles aujourd'hui? Sincèrement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, quand je rentre dans les réseaux sociaux, je fais mes vidéos, je suis aussi jeune dame, je rentre dans les TikTok, dans les Insta, mais j'ai horreur de ça. Sachez que quand je vois une femme dénudée sur les réseaux sociaux, moi, ça me fout la rage. Parce que moi, je me dis, mais à quoi ça sert tout ça? Moi, j'ai peur de l'éducation que mes enfants vont avoir. Justement, vous parlez de l'éducation, il y a aussi la part de responsabilité. Exactement. Tout récemment, on a vu à Louga, où on a vu les jeunes, les enfants âgés de 6 ans et 10 ans qui portent une tenue particulièrement indécente. Ça, c'est l'éducation. Ah oui. Et qui participait à un événement traditionnel au tam-tam. Heureusement que le tribunal de cette localité a saisi cette occasion pour ouvrir une enquête. Voilà. Dans ce genre de cas, je n'accuserai pas les pères de famille, mais les mères, les femmes. Parce que ici au Sénégal, l'habillement, c'est un truc à 50% qui compte pas beaucoup. Beaucoup de familles sénégalaises s'en foutent des habillements que leurs enfants portent ici. Alors que contrairement à certains pays musulmans, c'est carrément interdit. Ils peuvent le porter, mais c'est très rare de vraiment voir une jeune dame s'habiller d'une façon vraiment très très indécente pour se rendre dans les fêtes de tam-tam ou encore en boîte. La plupart des filles se cachent pour le faire. Mais maintenant, ce que moi je vais dire, c'est que l'éducation en est vraiment la base. Les viols, les frappes conjugales, les trucs, tout ça c'est l'éducation. La base de déjà la vie, c'est l'éducation. Quand tu rates ton éducation, tu rates ta vie. Et c'est pourquoi ces femmes, elles sont comme ça. Moi déjà, quand je vois ça, j'ai peur pour l'éducation, comme je vous le dis, que je donne à mes enfants. Moi, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Comment je vais les éduquer dans un monde où tout le monde est dénudé, où tout le monde a des réseaux sociaux, où tout le monde est comme si. Comment je vais les cadrer? Une éducation pour laquelle les parents n'ont pas le temps aujourd'hui. Exactement. Ils font le focus sur la recherche de l'argent. Exactement. Donc les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Est-ce que dans ce cas, les enfants, l'éducation dont vous venez de parler, est-ce que ces enfants peuvent bénéficier effectivement de cette éducation-là? Les enfants peuvent bénéficier d'une éducation. Si tu sais que tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants, ta mère, elle t'a éduqué. Tu sais que tu as une bonne éducation. Si tes parents sont vivants, envoie-les à tes parents. Ou bien tu cherches vraiment des professionnels vraiment qualifiés dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup de nounous qui ont des expériences. Des mamies qui s'occupent des enfants. J'en vois des tas.
Des mamies qui s'occupent des enfants. Une vieille mère, tu lui dis, ah maman, je travaille, il faut que tu essaies de voir si tu peux me trouver un calendrier, essayer de t'occuper de mes enfants. Vu que pour qu'ils aient une meilleure éducation, elle va pas refuser, c'est une vieille maman. Elle va venir s'occuper de tes enfants. Mais si tu choisis une jeune dame qui se dénude déjà sur les réseaux sociaux, tu la prends comme nounou, tu la mets dans ta maison. Même moi, si je suis la jeune dame, je mets un TikTok, je dis, viens, on va danser. Parce que pour moi, c'est un moyen de divertir l'enfant pour éviter que l'enfant puisse crier. Bah, c'est comme ça l'éducation. Si tu t'en fous de l'éducation de ton enfant, c'est comme ça que ça devient. Alors, Ndibaga, on va s'intéresser à l'autre volet de notre entretien qui va toucher évidemment la sous-représentation des femmes dans les instants de décision. On a vu tout récemment le président Diomaye. Le président Diomaye, il a mis en place un gouvernement. À la tête, il y a Ousmane Sonko. Et dans ce gouvernement, il y a 4 femmes sur 30 hommes. Et vous, quand vous avez appris cela, quelle a été votre réaction? Bon, Est-ce moi, que vous êtes dit que le droit des femmes n'est pas encore respecté? Le droit, plutôt, elle est inférieure à ceux des hommes. Oui, ça, je l'ai dit. Parce que déjà, je me rappelle que la parité avait été volée au Sénégal, mais qui aujourd'hui n'est pas respectée, même à l'Assemblée nationale. Parce que déjà, quand tu vois presque 40 hommes, 50 hommes dans le gouvernement et seulement 5 ou 4 femmes, c'est quelque chose qui montre vraiment que le droit de la femme est minimisé. Parce qu'une femme, quand elle se met dans la peau d'un homme... Malgré ce qui se dit. Exactement. Quand elle se met dans la peau d'un homme, imaginez le travail qu'elle peut faire. La femme est de nature très, très intelligente et très organisatrice. Elle met de l'ordre partout où elle passe, quand elle y met du sérieux. Une femme à la tête de la présidence, vous savez que ça, vous pensez que ça sera comme ça? Hors de question. À la tête du ministère, ça ne sera pas comme ça. La femme, actuellement, surtout ici au Sénégal, je prends l'exemple sur le Sénégal car c'est le pays que je connais mieux après mon pays, le Mali. Ici, le droit de femme est minimisé. Les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer, c'est-à-dire de se positionner d'une manière comme dans certains pays européens. Et nous voyons tous l'exemple ici au Sénégal là, déjà. Déjà 4 femmes sur 30 hommes. Imaginez, ces 30 hommes, on pouvait seulement choisir 10 ou 15 ou encore prendre 30 hommes, mais seulement 4. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui sont instruites ici à Dakar. Beaucoup de femmes qui font vraiment des missions vraiment assez complexes. Mais pourquoi les minimiser? Pourquoi les mettre en bas comme ça? Alors justement, malgré que le droit des femmes est relégué au second plan, les efforts ont été faits. Ceux qui ont fait que la femme aujourd'hui, on voit les femmes présidentes comme au Libéria, Ellen Johnson. Exactement. Elle fut la présidente. On voit les femmes qui sont premières ministres, qui sont chefs des entreprises. Oui. Est-ce que ce n'est pas un effort à saluer? Oui, ça c'est un effort à saluer. Ça c'est un très grand effort à saluer déjà. Ça prouve que ça commence à changer. Parce que déjà, des organisations ont été mises en place ici au Sénégal. Certains m'ont échappé, où on voit que c'est plus les femmes qui ont été prioritaires dans certains domaines. Et ça, c'est vraiment à encourager. Mais là où nous voulons insister, c'est du côté gouvernement. C'est le gouvernement qui nous importe le plus. Parce que c'est le gouvernement qui dirige le pays. Est-ce qu'il faut mettre la pression sur le gouvernement à faire en sorte qu'il y ait la parité dans les instances de décision, dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, ou bien il faut mettre le focus sur la compétence des femmes? Je pense qu'il faut mettre le focus sur la compétence des femmes. Parce que déjà, dans la tête de certaines personnes, les femmes n'assurent pas au poste de décision. Les femmes ne sont pas décisionnaires. Ils pensent que les réponses qu'on donne, les mots qu'on donne ne sont pas assez solides pour tenir la tête d'un pays. Alors que, comme je vous le dis, il faut le tester. Donc, il est de votre responsabilité, de votre devoir de vous former. Exactement. Et pour pouvoir prétendre à des postes de responsabilité qu'occupent aujourd'hui les hommes. C'est aussi un grand pas. Ouais. Il faut qu'on le fasse. Il faut que ça se dise. Il faut que déjà les femmes qui se sentent vraiment capables, qui ont vraiment des idées vraiment qui peuvent mener à l'éducation, c'est-à-dire à l'évolution ou à l'émergence d'un pays, se réveillent et qu'elles commencent à se battre pour leurs droits. Parce que déjà, les droits, c'est des choses qu'on n'acclame pas comme ça du jour au lendemain. Déjà, quand tu as de l'expérience dans un domaine, tu dois pouvoir le prouver, tu dois pouvoir le montrer. Un homme qui est député et une femme qui est députée, les deux vont se présenter, les gens vont voter l'homme plus que la femme. Parce qu'ils se disent, l'homme, c'est l'homme. C'est un gérant, il fait digérer. Est-ce que ce n'est pas le mental qui fait ça? C'est le mental qui fait ça, c'est l'éducation que nous avons reçue, monsieur, comme je vous l'ai dit. Tout dépend de l'éducation. Nous, nos ancêtres ont été éduqués comme en tant que femmes. Comment il faut faire pour changer ce stéréotype-là,
cette mentalité-là? Il faut la sensibilisation. Il faut encore plus d'organisations de femmes. Il faut encore plus que les femmes elles-mêmes se réveillent. On ne peut pas tout le temps laisser des hommes faire les travaux à notre place. Il faut qu'on se réveille, qu'on impose nos voix. Parce que quand la voix elle est élevée, c'est bien entendu. Si moi je vous dis Monsieur Cissé et que je dis Messieurs Cissé, c'est bien entendu. Il faut qu'on se réveille un peu et qu'on élève un peu la voix. Et dans la foulée, les hommes vous en empêchent? Il y a beaucoup qui nous empêchent. Hein. Et surtout les hommes. Surtout les hommes. Hein. Quand une femme va dans une concurrence avec un homme... Parce qu'ils se disent que vous êtes en train de supplanter leur place. Exactement. Vous êtes en train de prendre ou reprendre leur place. Nous les femmes, quand on va se lever, votre place, on va vous la retirer, hein, Monsieur Cissé, vous croyez pas? Évidemment, il faut avoir de la compétence. Exactement. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Et les droits dont je viens de vous parler, on voit les femmes sont sous-représentées dans les instants de décision. Ça reflète aussi, même dans les écoles. Oui. Il y a peu de filles qui sont scolarisées. Oui, la scolarisation. Donc on constate la déscolarisation des jeunes filles. Oui. Et quel est le message qu'il faut lancer aux mamans, aux parents, de façon générale? Moi, je trouve que actuellement en Afrique, les filles sont en train de se réveiller sur ce côté-là. Les parents déjà, ils sont en train de se réveiller. Parce qu'ils constatent maintenant que donner seulement sa fille en mariage, c'est pas un bénéfice pour la famille. Quand tu vois la fille de ton voisin qui a réussi dans tes études, tu rêves d'avoir une fille qui peut aussi faire la même chose. Donc déjà, je crois qu'en Afrique déjà, on est en train d'aller de l'avant sur ce côté-là. C'est en train d'évoluer. La déscolarisation, on pouvait le dire dans les temps anciens. Mais maintenant, quand une femme accouche, 2 ans, 3 ans plus tard, tu vois qu'elle fait vite. Même si c'est une école franco-arabe, une école arabe, elle met sa fille dedans. Donc, pour que la fille puisse avoir. Une amélioration Oui, je crois qu'il y a une amélioration. Il y a beaucoup d'amélioration. Avec mon jeune âge, avec tout ce que je vois, tout ce dont je remarque de jour en jour, il y a une amélioration par rapport à avant. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Parce que déjà, quand la fille arrive à un certain âge, ils la font sortir de l'école. Oui, chérie, tu sais connaître, tu sais écrire ton nom, ton prénom, tes parents, c'est bon. Tu vas au foyer, ça fait moins de dépenses. Et c'est là qu'il faut vraiment intervenir. Parce que déjà, moi, je trouve que l'inscription des filles à l'école, la scolarisation, c'est déjà un grand pas, c'est déjà aller de l'avant. Mais là où il faut vraiment réagir, c'est quand la fille va avoir son BFM ou quand la fille va avoir un peu de niveau scolaire, il la retire de l'école pour la mettre dans un mariage précoce. Parce que jusqu'à là, le mariage précoce, ça existe. Il faut vraiment lutter pour ça. Oui, le mariage précoce, jusqu'à présent, ça existe. Ça, en ville ou bien dans les coins reculés? Même ici en ville, le mariage précoce, ça existe. Vous n'en avez pas connaissance, mais le mariage précoce en ville actuellement, à Dakar, c'est pas élevé, mais ça existe. Des filles qui finissent seulement leur BFM, on les trouve des petits cousins à côté. Ouais, tu te maries. Ça fait moins de dépenses, ça fait moins de nourriture. Surtout la cherté de la vie actuellement à Dakar. Vraiment, les gens le font. C'est ce qu'il faut vraiment Est-ce que le besoin de l'argent n'est pas derrière? C'est ça. La pauvreté en amène. Le besoin de l'argent et le besoin encore de réduire encore les membres de la famille, réduire les dépenses. Le cousin qu'on lui propose là, certainement, ce cousin, il est plein aux astres, il travaille bien. Donc, du coup, la fille va vouloir accepter, malgré tout. Souvent, il y a aussi des cousins qui ne travaillent pas aussi bien. Hein. Il y a aussi de ces enfants, de ces jeunes garçons qui peinent déjà à se nourrir, qui n'ont pas assez les moyens pour nourrir eux-mêmes bien avant d'aller nourrir la famille. Il y a deux candidats, deux cousins qui se portent candidats pour demander la main à cette cousine-là. Oui. La cousine le friquet. Oui, bien sûr. Elle va épouser le friquet. Même elle, quand on va la forcer à lui donner à l'autre, elle va dire non, je veux telle personne parce que lui, il a de l'argent. Elle va même donner la conscience aux parents. Si je me marie avec un tel, vous aurez ci, vous aurez ça. Ils vont accepter, ils sont pas bêtes. Ils vont vouloir le prendre. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de l'idée selon laquelle c'est le mariage précoce, le mariage forcé? Souvent, pas que ça, mais si la proposition n'avait pas été faite, ou si le besoin ne s'était pas imposé, la jeune dame n'allait pas vouloir vraiment un mariage. Parce que c'est le père, le décisionnaire, comme je viens de le dire. Le droit des hommes aussi, ça existe. Le père, le décisionnaire, c'est lui le chef de famille. Quand il s'impose, on doit le respecter souvent. Quand il dit, ma fille n'a pas l'âge de se marier, elle doit encore poursuivre les études. Elle va poursuivre les études. Moi, mon père n'a pas voulu que je me marie. Il a dit non, ma fille doit continuer tes études. Elle doit faire des études, elle doit être une grande personne. Je veux qu'elle devienne avocate. J'ai suivi les études, c'est ce qui m'a mené sur ce plateau. Mais si j'étais restée au dit des grands-parents, non, il faut qu'elle se marie. Si se trouve qu'un parent qui n'a pas les moyens, alors que le prétendant, celui-là, il a des moyens, il va dire, moi je suis prêt à financer ces études-là.
Oui, Oui, dans ce souvent, cas. dans ces cas, c'est pas un mariage forcé. Dans ces genres de cas, c'est pas un mariage forcé, mais c'est pas aussi un mariage précoce parce que le cousin se propose à vouloir bénéficier sa femme afin qu'elle étudie pour l'évolution de lui, sa famille à lui. Parce qu'il veut faire étudier sa femme pour que ses enfants puissent avoir une meilleure éducation, surtout dans le domaine de la scolarisation, Oui. excusez-moi du terme. Il veut que sa femme puisse juste avoir une connaissance qui peut l'aider lui dans les jours à venir. Et dans ce genre de cas, moi je pense pas que c'est un mariage précoce, c'est juste une proposition. Mais s'il se propose à vouloir investir ou financer les études de cette dernière, les parents ils vont accepter. La plupart du temps c'est comme ça, les parents ils acceptent. Ils laissent la fille un peu étudier et dès que c'est bon, ils la mettent dans le mariage. Et quand elle est mise dans le mariage, souvent les hommes ils laissent la femme continuer et d'autres ils la laissent femme au foyer. Alors, la violence, on ne finira jamais de parler assez. Jamais assez. On le vit, on le voit. Il y a certains qui le vivent, d'autres entendent les échos. Partout dans le monde, il y a 736 millions de femmes qui sont victimes de violences physiques ou morales. Au Mali, par exemple, il y a 470 cas de viol en 2024. Oui. Au Mali, il y a 2000 cas de viol en 2022. Et 2024, je crois, il y a 200 cas de viol en Guinée. Vous voyez, donc, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un chiffre qui fait... Ces chiffres-là ne font pas froid au dos? Ça fait vraiment froid au dos. Parce que quand tu imagines 2000 hommes qui ont violé 2000 femmes, Oui. c'est vraiment complexant. Je sais On pas a comment l'impression expliquer. qu'on voit les prédateurs sexuels quasiment partout. Exactement. Dans la rue, dans les maisons, Exactement. dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos départements. Est-ce que ça ne fait pas peur? Ça fait peur, tu t'imagines pas. C'est Malgré l'exemple. ce 21e siècle-là, malgré cette période-là, où l'homme est supposé améliorer sa vie, surtout améliorer les droits des femmes. On voit cependant les femmes qui continuent à être victimes de ces violences-là, de ces viols. Bah, comme je vous l'ai aussi dit, on peut pas aussi Est-ce que ça reconnaître va un s'arrêter violeur. un jour, Nimaga? Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Les mesures, les sanctions, Vous restez optimiste? Moi, je suis confiante là-dessus. Je suis très optimiste. Ça va s'arrêter. Parce que je pense que c'est juste... déjà, depuis les temps jusqu'à maintenant... Au vu de votre Ex- posture de Exactement. féminisme, vous pensez que ça va s'arrêter un jour? Ça va s'arrêter. Parce que déjà, les taux diminuent de jour en jour. Et ces chiffres-là sont certes complexes, mais c'est minimum, c'est petit face aux violences qui étaient faites dans les temps anciens. Vous voyez? Donc déjà, on ne peut pas imaginer un violeur. On ne peut pas le reconnaître. Une jeune dame qui a été violée par son oncle récemment, elle ne savait pas que cet oncle-là serait son violeur. Elle ne l'aurait jamais imaginé. Un père qui viole sa fille. Et déjà, ça veut dire que c'est présent un peu partout. Il faut juste avoir le moral, il faut juste être conscient d'être vraiment un homme. Un homme qui doit protéger une femme et non vraiment la détruire. Et cela devrait être le rôle de qui? Les parents, les institutions, l'État? L'école, déjà, on doit avoir des éducations vraiment là-dessus, très très précises sur la violence faite aux femmes. Et vous ne pensez pas que le premier rôle doit revenir à cette cellule familiale? D'abord, l'éducation est plus donnée à l'école qu'à la famille. Parce que déjà, l'enfant passe plus de temps, selon moi, à l'école que dans sa maison. Parce qu'il sort le matin, il rentre le soir. Il n'y a que la nuit où il a le temps de dormir. Et cette nuit-là, à 2h, 3h, c'est quelle éducation le père ou la mère va donner à l'enfant? Qu'est-ce qu'il faut dire à nos filles aujourd'hui qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, même dans la rue? Vraiment, je crois que chacun sa vie, mais sur ce côté-là, il faut vraiment réagir. Moi, je pense que si ces filles ne veulent pas vraiment écouter, c'est l'État qui doit vraiment réagir. Chacun sa vie, ou chacune sa vie, d'accord, on peut leur concéder ça, mais ça porte atteinte à la pudeur, Ça aux bonnes porte mœurs. atteinte, oui. Ça porte atteinte. Déjà, il faut une grande sensibilisation. Il faut que on en parle beaucoup. Il faut qu'on en parle beaucoup parce que il faut que les parents vraiment réagissent, qu'ils commencent vraiment à surveiller les réseaux sociaux. Je connais des connaissances qui ont bloqué leurs parents sur les TikTok Mais c'est juste devenu pour une espèce de business. Oui, c'est devenu filles un qui business. s'exhibent là. Et pas que ça, c'est les Est-ce lives que qui ces tuent. filles-là sont prêtes à abandonner ce travail-là, à s'exhiber au quotidien sur les réseaux sociaux? Elles sont D'autant pas plus prêtes. que quand elles s'habillent ainsi, Ah ça non, leur- elles ça sont leur pas apporte prêtes. de l'argent. Elles sont pas prêtes parce que de nos jours, pour se faire désirer,
selon certaines femmes, il faut être nu. Moi, par contre, je suis là, je suis assise avec ma chemise, mon pantalon. Si j'étais l'une d'entre elles, je me dis, ah non, monsieur Cissé, il ne me désire pas, il faut que je me dénude un peu. Je peux te faire une colle pour que vous puissiez bien me voir. Et déjà, sur les réseaux sociaux, les femmes, elles se dénudent pour juste avoir des abonnés. Et ces abonnés nous mènent à quoi? Juste avoir des connaissances. Ces connaissances nous mènent à quoi? À que des viols, que des conneries. Des trucs vraiment qui n'en valent pas la peine. Des trucs qui ne mènent vraiment pas à l'éducation d'un pays. Et ces femmes qui le font, elles ne savent pas que... c'est pas un obstacle oui, un obstacle pour vous les femmes. C'est un obstacle. C'est un obstacle. Oui, c'est un obstacle. Sortir ces filles-là des griffes des prédateurs sexuels. C'est un obstacle. Et aussi, en voyant ces femmes-là, ces femmes ne peuvent jamais être des hauts cadres du pays. Toi, tu te dénudes, tu veux être journaliste. C'est quel conseil de journaliste tu vas nous donner? C'est quelle recherche est-ce que tu vas faire pour pouvoir nous expliquer que nous, on va comprendre? Déjà, ça freine déjà l'évolution des travaux que les femmes font pour le droit des femmes, pour obtenir le droit des femmes. Ça freine déjà ça. Est-ce que ça ne donne pas, dans une certaine mesure, une raison aux religieux? Si, ça donne raison aux religieux. Voilà, parce qu'ils se disent que vous leur donnez trop de liberté. Si, à ça ces femmes-là, exactement. Risquent de nous porter préjudice en portant atteinte aux bonnes mœurs, à la pudeur. Et déjà, dans beaucoup de familles, ça donne... Ce que vous dites, c'est parfaitement raison. Hein, mais dans beaucoup de familles aussi, vous allez constater que les pères et les filles, quand ils ne s'entendent pas, c'est juste à cause de l'habit qu'elles portent, leur façon de s'habiller. Ça pousse les pères de famille à vouloir battre ces enfants-là. Et moi, je trouve que pour éviter vraiment qu'on te tape, habille-toi décemment, ça ne te tue pas. Ça va que t'aider à évoluer. Et Dirab, est-ce que vous appréciez ça? Non, moi, j'apprécie pas. Hein. Moi, j'apprécie pas le fait que le père frappe l'enfant, mais j'apprécie pas aussi le fait que l'enfant l'habillement. Le port, la burqa. J'apprécie vraiment ça. Si je pouvais avoir le besoin de le faire, j'allais le faire. Déjà, je le consens dans mon cœur, mais on dit la religion, toute chose appelle. Elle ne m'a pas encore appelé, mais si elle m'avait appelé, je serais déjà là avec un voile. J'aurais vraiment préféré ça que vraiment porter des habits vraiment indécents. Je ne dis pas que je ne porte pas de mini-jupe. J'en porte, mais dans le domaine, dans le cadre professionnel. Mais pas en vouloir impressionner une personne. Je porte ça bien pour attirer mes clients vers moi, pour signer des contrats. Mais ce n'est pas aussi pour la séduction. Mais c'est pour mon travail. Parce que je suis conseiller commercial. J'ai le droit de très bien m'habiller avec mes jolis talons cirés. Donc du coup, j'ai vraiment besoin de ça. Mais pas de me dénuder. Je ne me dénude pas. Mais je ne comprends pas pourquoi le fait que ces femmes, elles le font. Mais souvent, quand on regarde le besoin, c'est les réseaux sociaux qui nous amènent ça. Principalement TikTok, je rêverais de le dire. À un moment donné, Macky Sall, je ne sais pas, le président, il avait retiré nos réseaux. On ne pouvait pas se connecter sans VPN. Et en ce temps-là, il faut remarquer que le taux de... Ça va être difficile parce que... Le taux de vidéos, oui. Le TikTok est devenu une source de revenus. Justement, pour ces jeunes filles qui sont TikTokeuses aujourd'hui. Oui, beaucoup font leur marché dessus. Ah oui. Beaucoup font du business. Mais à un moment donné, on avait remarqué que les réseaux avaient manqué sur TikTok. On avait juste besoin de réseaux VPN pour se connecter. Et en ce temps-là, les taux de vidéos avaient baissé de presque 50%. Parce que tu rentres, tu veux faire une vidéo, tellement que ça charge. Toi-même, tu es découragé, tu laisses tomber. Tu vas à autre chose. Tu fais que regarder les TikTok européens. Et c'est ce qui nous arrive. Je pense que ces mesures doivent être encore plus être appliquées pour aussi empêcher ces choses-là. Alors, avant de terminer, notre entretien va arriver à sa fin, mais bien avant, quel est le message important, le message sage que vous pouvez non seulement adresser à ces femmes qui se permettent de se dénuder, de s'exhiber sur les réseaux sociaux, mais aussi un autre message adressé à nos mamans, à nos papas, dont la responsabilité de protéger ces enfants aujourd'hui, qui sont parfois, malheureusement, victimes de viols, de l'inceste. Et aussi un message adressé aux époux, aux maris, et même les épouses, l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de son époux réciproquement. D'accord. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que le message que j'ai à transmettre, qui vient personnellement de moi, c'est que nous, les jeunes dames, il y a une forme de respect qu'on doit vraiment s'accorder. Parce qu'une femme qui se dénude et une femme qui s'habille décemment, l'homme, il prend celle qui s'habille décemment. Parce que déjà, il ne veut pas risquer de commettre une violence conjugale. Comme il l'a dit aussi, la séduction, la jalousie, ça amène cela. Toi, tu t'habilles pas décemment, mais l'autre, il s'habille décemment. Ton mari, il épouse l'autre qui est décente. Et toi, tu es là, tu restes comme ça. Il préfère aller te voir toi, mais que de voir sa femme comme ça. Et déjà, tu viens dans ce foyer. Il commence à vouloir te demander d'arrêter, mais tu continues, il va te battre. Il va te dire d'arrêter, tu n'arrêtes pas, tu le stresses, tu le frustres. Et déjà, à part ce côté-là, je pense que déjà l'éducation que tu dois déjà donner à tes enfants doivent être déjà préparées depuis ton jeune âge.
Parce que c'est pas une éducation qu'on a reçue de nos parents. Nos parents, ils s'habillaient très, très bien. Ça vient du 21e siècle, ça vient de la mode, comme nous l'appelons. Mais il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que ça soit vraiment très, très professionnel, que ça reste vraiment dans le cadre de l'éducation. D'accord. Et à part ça, le conseil que j'ai à donner à nos chers papas et nos chères mamans, c'est de vous vraiment essayer souvent de comprendre vos enfants, leurs besoins, mais pas en les laissant sur les mauvais chemins. Il faut juste très très souvent passer plus de temps avec la famille, essayer de comprendre les besoins des enfants, essayer de comprendre le besoin des hommes pour éviter vraiment que la violence elle puisse encore prendre assez d'ampleur. Mais surtout à ces hommes qui sont aussi très souvent violeurs de femmes, d'essayer vraiment d'avoir la conscience qu'on peut avoir des enfants, qu'on peut avoir des femmes et aussi qu'on peut avoir des filles. Mais l'essentiel vraiment, c'est de protéger une femme. L'homme a été créé pour protéger la femme, mais pas pour la détruire. Ça, c'est juste... Voilà, c'est le mot, c'est le sage conseil prôné par notre chère invitée Nimaga et Aïchatou. Elle est la conseillère commerciale. Merci d'avoir été notre invitée sur le plateau de Gamma TV. Merci d'être venu. J'en suis ravie. Alors, Merci. les milliers de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivaient sur votre chaîne panafricaine Gamma TV, nous avons eu le plaisir de recevoir Nimaga Aïchatou. Elle est conseillère commerciale. Vous avez entendu, elle est féministe, elle est pro-féministe. Vous avez entendu sa position par rapport aux hommes, les hommes que je qualifie des prédateurs sexuels qui se permettent à tout moment, et à tout bout de champ et en toutes circonstances de violer nos femmes qui sont innocentes dans les rues, dans les maisons. Donc vous avez entendu son message. On espère que son message tombera dans de très bonnes oreilles. Elle a dit, elle est sûre et certaine, elle reste optimiste qu'un jour la violence va cesser dans notre humanité qui nous est chère. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne et le programme se poursuit.